Bonjour à tous, je suis Jonathan, responsable centre de service chez Suez. Je suis ravi de vous accueillir à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable et de vous ouvrir les portes du centre de tri de Plaisance-du-Touche situé dans le département de la Haute-Garonne en région Occitanie. Cette installation Suez assure le tri et le recyclage des déchets des entreprises ainsi que les encombrants des collectivités. Ils proviennent principalement de notre bassin économique et pour les déchets des entreprises de la région Occitanie. Le centre de tri de Plaisance-du-Touche fonctionne chaque jour grâce à l'engagement de mon équipe composée de 50 collaborateurs avec lesquels vous ferez connaissance tout au long de la visite. Le site mis en service en 2006 a accueilli en 2022 près de 27 000 tonnes de déchets, dont environ 11 000 tonnes de DIB, 8 000 tonnes de papier carton plastique, 4 000 tonnes de déchets d'ameublement. Cela correspond à 70 camions réceptionnés par jour sur le centre de Plaisance. À ce titre, nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration continue pour laquelle nous avons été récompensés cette année. Ces chiffres nous rappellent à tous le caractère essentiel du geste de tri en amont, notamment en entreprise, l'importance de le continuer et de l'améliorer encore et toujours pour préserver les ressources et notre environnement. Je vous confie maintenant au bon soin de notre guide Charles, qui sera heureux de vous faire la visite du centre. Merci à tous et bonne continuation. Je vais quant à moi réaliser la session de questions-réponses. Merci Jonathan, je te laisse rejoindre la régie. Et oui, mesdames et messieurs, alors, on va faire connaissance. Hop. Voilà, c'est moi. Bonjour, je suis Charles et je serai votre guide pour cette visite. Mais avant de commencer, on va parler un petit peu justement de cette visite un peu spéciale. Vous l'avez compris, nous sommes en direct autour d'un dispositif technique absolument inédit. Une visite interactive d'environ 45 minutes au cœur d'une installation de tri et de recyclage. L'idée est évidemment que je vous fasse visiter ce site comme si vous y étiez et de vous sensibiliser à l'importance du geste de tri. Pour cette visite, je serai accompagné, donc vous l'avez vu, de Jonathan et de Frédéric qui sont en régie et qui vont répondre tout au long de cette visite à vos questions. On aura trois grands moments de questions-réponses. Bonjour Frédéric et rebonjour Jonathan. Vous pouvez dire bonjour à tous nos amis connectés. Bonjour à tous. Ils sont en régie, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil le fil d'actualité, sur le chat. Vous avez dès à présent et pendant toute la durée de la visite donc la possibilité de nous poser toutes vos questions depuis votre ordinateur. Nous y répondrons à l'oral et à l'écrit et je m'appuierai évidemment sur nos spécialistes du tri pour certaines d'entre elles. Alors, garant la valorisation des déchets des entreprises commence dans vos poubelles par le tri optimal des déchets à la source, c'est-à-dire depuis vos magasins, vos entrepôts, vos sièges sociaux, car sans tri, pas de recyclage. Près de 50% de vos déchets industriels sont des matières premières en devenir. Par ailleurs, la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vous allez voir, on va en parler pas mal pendant cette visite, renforce les obligations de tri et de valorisation des déchets d'entreprise. Plus de flux triés en amont, c'est toujours plus de matières valorisées, d'économies réalisées et d'émissions de CO2 évitées. Trier les déchets recyclables, c'est assurer leur transformation en nouveaux objets et d'économiser, évidemment, les ressources naturelles. Le tri, c'est un geste primordial pour la préservation de notre environnement. Alors évidemment, on compte sur vous. Avant de commencer cette visite, je vais vous montrer donc voilà où nous sommes, avec un rappel évidemment des règles de sécurité. La sécurité chez Suez, c'est notre priorité absolue. Là, vous le voyez, on a même un petit guide. Ah, je vous présente Mélanie. Voilà, ce sera mon ange gardien de la sécurité tout au long de ce parcours. Vous voyez, les consignes de sécurité. Le petit guide, il est présenté à l'ensemble de nos visiteurs. Ça recense en fait les EPI obligatoires, les équipements de protection individuelle, les principaux risques, le plan également pour se repérer et les conduites à tenir en cas d'incident ou d'accident. Les 10 règles qui sauvent. Les règles de sécurité sont également appliquées par nos équipes. Et nous sommes fiers de ne pas avoir eu d'accident grave sur le site depuis 4 ans. Alors, attendez, je vais vérifier que j'ai bien tout, moi. Allez, j'ai le casque, j'ai les lunettes, l'équipement, les chaussures de sécurité. Ouais, on est prêt à y aller, hein. Et ce site a vocation à accueillir des déchets des entreprises et des encombrants, c'est-à-dire aucun déchet dangereux. Vous l'apercevrez au fil de la visite.
nous y retrouvons principalement dans le bâtiment des papiers, des cartons, plastiques rigides, des plastiques complexes, films plastiques, et à l'extérieur, du bois, des biodéchets, des déchets verts, des déchets d'ameublement, des métaux ferreux et non ferreux, du déchet industriel banal, ce qu'on appelle le DIB, des déchets en mélange non inertes et non dangereux, issus de vos activités. La première étape, mesdames et messieurs, et là je vais tourner la caméra, la première étape, c'est le pont à bascule. Et en entrée, il y a Muriel, notre opérateur pont bascule. Bonjour Muriel, ça va? Voilà, sous le soleil en plus. Hein. Muriel, l'OPB, donc l'opérateur pont bascule, qui contrôle la présence des documents réglementaires, FIP, les formulaires d'information préalables pour l'acceptation du déchet. Donc l'OPB garantit la pesée via le logiciel raccordé au pont bascule. Vous voyez, il est ici, ce pont à bascule, et elle oriente le chauffeur en fonction du déchet dans l'alvéole adéquate et l'annonce au talkie-walkie au personnel sur le terrain. Soit il s'agit d'un chargement de papier, carton, plastique et nous dirigeons le camion vers le bâtiment qui se situe ici. Soit il s'agit d'autres flux et le camion est dirigé vers les alvéoles, vous les voyez dans le fond, correspondantes. Et bien du coup, première étape, nous, on va se diriger vers le tri des papiers, cartons et plastiques. Alors c'est par ici, sécurité oblige, passage protégé, évidemment, pour la protection des piétons. Et on va rentrer dans ce bâtiment. Alors vous allez voir, hein, comme nous entrons dans une ZAR, une zone d'accès restreint, et toujours dans le respect des règles de sécurité, nous allons nous signaler aux opérateurs avant d'entrer. Il y a une sonnette juste ici, et on va sonner pour avertir que nous sommes là. Et voilà. Nous sommes donc dans ce bâtiment. Dans ce bâtiment, nos opérateurs procèdent en premier lieu à la réception et au contrôle des flux. Est-ce qu'on peut rentrer, Mélanie? Formidable. La porte est ouverte, allons-y. Après la collecte, les déchets sont acheminés par camion, ici, au centre de tri, et ils sont réceptionnés puis déchargés. Il s'agit de l'étape de l'acceptation. Un opérateur vérifie le suivi et la traçabilité des déchets, et il assure leur contrôle. Il fait un contrôle visuel et des prises de photos. Il contrôle également la présence d'indésirables, c'est-à-dire la présence de déchets autres que ceux annoncés par le client. Par exemple, pour une benne à carton, il ne faut pas de présence de DIB, de bois ou de plastique. C'est l'étape d'échantillonnage. Un second contrôle est également opéré. Il s'agit de la caractérisation. Elle peut être effectuée afin d'évaluer les erreurs de tri récurrentes. Elle est très utile pour remonter les informations au client et ainsi améliorer le tri en continu. Lorsque cette étape est validée, le camion peut donc décharger sur la dalle de réception et nous passons à l'étape contrôle qualité avec plusieurs zones de vidage selon la typologie de la matière. Lorsque l'opérateur constate que les déchets sont en mélange, ils sont déchargés juste en face, ici, mais nous y reviendrons par la suite. Revenons à nos déchets triés à la source. La matière, qui est juste ici, là en l'occurrence on est sur du carton, hein. La matière est chargée sur le tapis que vous voyez juste ici. Vous voyez le tapis. Voilà. Et alors on va allumer ce tapis en live, hein, vous avez vu, c'est du live. On allume le tapis en direct. Bonjour. Et attention. Démarrage du tapis. Merci beaucoup. L'opérateur s'assure évidemment d'avoir choisi le bon programme en fonction de la matière. Il s'assure également que la matière est bien répartie sur le tapis, comme là-haut, pour éviter le bourrage en fait. Cette presse à balles, hein, qui assure le conditionnement des déchets, nous pouvons avoir selon les matières, hein,
des balles de 300 à 400 kilos, mais aussi jusqu'à 1 tonne de sang pour les plus lourdes. Vous voyez, hop, le carton est acheminé sur ce tapis. Alors, on va suivre ce chemin. Et alors, toujours pour assurer le maximum de sécurité à nos collaborateurs, notre presse est équipée de capteurs qui stoppent en cas de problème. Et nous avons aussi investi dans ce que vous avez juste devant nous, ce système de cartérisation qui permet d'isoler les fils de fer lors de la mise en balle. Les fils de fer juste au-dessus de nous. Voilà, ils suivent ce chemin. On va aller voir à la sortie de cette presse. Si nous voyons. Ah, ça pousse. Et là, nous sommes à la sortie. On aperçoit donc les balles de carton ici qui sortent. Et au fond, vous voyez, là, ce sont des balles de papier. Le papier et le carton seront alors transformés en pâte pour la fabrication en papeterie et cartonnerie pour de nouveaux emballages, par exemple. Donc, avant l'expédition en filière de valorisation, vous avez eu cette mise en balle. On obtient donc tout ça en le mettant dans la presse et compacté. Vous voyez que c'est plus facile pour le transport et pour être acheminé de manière sécurisée et ensuite optimisée. Donc les balles rangées par type de déchets, on va aller en voir là-bas les différents types de déchets. On a un petit échantillonnage des différents déchets. Là, on retrouve le papier, le carton. Juste à côté, nous avons le plastique rigide noir. À côté, nous avons l'Aquilux, puis le plastique rigide naturel, le plastique souple coloré, le plastique souple naturel et des pare-chocs. Voilà. Alors, les cartons et les plastiques, il faut savoir, sont stockés en extérieur. En intérieur, on retrouve les matières nobles, comme le PVC alvéolaire et le papier sensible aux aptiques. Le temps de stockage, il varie en fonction du contexte du marché européen et de la demande des clients. Un dernier petit tour avant de sortir de cette zone. Et je vais laisser la parole à Frédéric et Jonathan, parce que je suis certain que vous avez déjà énormément de questions à poser. Et nous, on se retrouve à notre deuxième étape. Allez, c'est à nous. Alors, nous avons déjà une série de questions, donc on voit que les gens réagissent, c'est très bien. Merci en tout cas pour les explications. Du coup, Fred, si tu peux me faire une petite sélection des questions qu'on a en cours. Allez, c'est parti. Donc, bonjour, est-ce que la vidéo est enregistrée? Et si oui, pourrons-nous l'avoir à disposition? Alors oui, bien sûr, la vidéo est enregistrée, elle sera disponible sur le replay sur le site de Suez.fr. Il y a un petit complément, on a un onglet dédié au webinaire Suez, donc je vous ai mis le lien dans le chat. Deuxième question, comment sommes-nous informés en cas d'erreur de tri? C'est l'OPB qui le voit? Alors, les informations d'erreur de tri sont remontées par les opérateurs terrain. Comme on l'a vu, c'est eux qui contrôlent l'entrée de la matière. L'opératrice pour bascule synthétise les données et une fiche d'erreur de tri est communiquée au client. Ok. Autre question, bonjour, pas d'accident depuis 4 ans et avant? Alors, pas d'accident depuis 4 ans, c'est une bonne question. Alors, pourquoi il y a eu ce phénomène de rupture? Le phénomène de rupture a été décidé par Suez au niveau national, donc mise en place des zones à accès restreint que vous a présenté Charles, et aussi une application de la culture sécurité de nos opérateurs. On voit que tout le monde porte les EPI, donc ça c'est vraiment, en tout cas ce qu'on demande à minima. Et après, il y a aussi la culture sécurité qui est récompensée au travers d'un challenge. Ok. Autre question, peut-on parler du papier dans le carton? Peut-on mélanger, pardon, du papier dans le carton? Alors oui, le papier peut être mélangé dans le carton, bien sûr. Ça fait une sorte qu'on appelle le gros de magasin.
plus le geste de tri est poussé en amont, plus votre matière peut être valorisée à juste titre. Donc voilà, c'est possible, mais voilà, le mieux, c'est de séparer le papier et le carton, comme ça, vous seriez mieux indemnisé. Et dernière question pour le moment, comment sont traités les cartons provenant des compacteurs? Alors, les cartons provenant des compacteurs et des bennes, c'est à peu près le même principe. Hein. C'est juste que dans un compacteur, on a l'avantage de pouvoir stocker beaucoup plus de cartons. Les compacteurs sont vidés à l'intérieur du bâtiment de tri et sont passés en balle comme le reste des matières valorisables. Et j'ai une autre question qui vient d'arriver. Une dernière question? Une petite, ouais. Une dernière. Comment travaillez-vous sur site? Vous avez 50 collaborateurs, mais il y a aussi des actions automatisées? Alors, on a 50 collaborateurs qui sont répartis sur le secteur Midi-Pyrénées. Sur le centre de plaisance, on doit être une trentaine de personnes avec les administratifs. Et sur le centre de tri, nous avons 7 opérateurs qui travaillent au quotidien pour la valorisation des matières. L'automatisation sera poussée dans un second temps. À l'heure actuelle, nous avons des métiers qui sont surtout centrés sur l'humain et l'insertion professionnelle. Ok, super. On aura 2 autres sessions de questions-réponses, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, j'en vois quelques-unes qui arrivent, on y répondra plus tard. Allez, merci beaucoup. Super. Merci à toi, Merci beaucoup. Merci Jonathan, merci Frédéric et merci à vous de poser vos questions. Donc là, nous sommes à l'extérieur du bâtiment hein, et vous voyez, sont stockés dans des alvéoles les déchets triés à la source. Le bois, le biodéchet, les déchets verts, donc moins sensibles aux aléas climatiques. Hein, et les fameux DIB. Alors, chaque alvéole correspond à une famille de déchets. Les opérateurs assurent les contrôles visuels pour la qualité lors du vidage des bennes. Une fois qu'une alvéole est pleine, les déchets sont rechargés en semis pour être acheminés vers l'exutoire adéquat. Donc là, vous voyez les différentes alvéoles. Hein. Ici, tout le long, on a des alvéoles. Vous allez voir qu'on va se rapprocher de certaines après lors de nos étapes suivantes. Alors, comme vous l'avez tous retenu, hein, le DIB est issu de vos déchets professionnels en mélange. À son arrivée sur site, après la pesée, le DIB est vidé de 2 zones dédiées. Le DIB A trié, c'est celui que vous voyez dans le fond, et le DIB trié, c'est celui que vous voyez juste ici. Le DIB A trié comprend vos déchets recyclables, carton, ferraille, plastique souple, le bois, le gravat, le déchet vert. Ces matières triées sont stockées dans des bennes. Vous voyez juste ici. Des bennes qui seront vidées à leur tour dans l'alvéole dédiée. Ce sont ces bennes qui sont juste ici. Alors, quelques petites, pendant qu'on voit la démonstration hein, de notre pelleur David, quelques petits chiffres. Alors, nous extrayons sur le territoire français environ 300 000 tonnes de valorisables sur 1 500 000 tonnes de déchets en mélange que nous recevons des entreprises, soit un taux de tri de 20% à date. Nous avons pour objectif de faire progresser ce taux en mettant en place des ateliers de tri complémentaires et des lignes de tri. Le DIB trié, ou encore déchets ultimes, est regroupé, stocké et rechargé dans les camions semis pour être acheminé vers les unités valorisables énergétiques, les UVE, au centre de stockage. Alors, on va se rapprocher, sécurité oblige, l'appel est posé, on va se rapprocher de David. Voilà. David, notre pelliste hein, qui est en plein travail. Alors, les pellistes, hein, ils ont un rôle essentiel dans la valorisation de vos déchets, car c'est grâce à leur tri minutieux que nous arrivons à optimiser vos taux de valorisation. Bonjour David. Alors, je vais te transmettre les écouteurs pour que tu puisses nous répondre. Impeccable. Ça va David? Ça va, impeccable. Alors, avec nous, il y a des personnes des 4 coins de la France qui sont réunies pour t'écouter à l'occasion en fait, de la sensibilisation à l'importance du tri des déchets. Alors David, première question, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis pelliste, c'est-à-dire je conduis une pelle avec une pince de tri. Ok. Et en quoi consiste ton travail? Alors, mon travail consiste à extraire du DIB les déchets valorisables et recyclables pour leur donner une seconde vie et ainsi éviter que cela finisse en unité de valorisation énergétique,
c'est-à-dire les incinérateurs ou dans un centre de stockage. Pourquoi c'est important de bien trier à la source, David? Alors, le tri à la source est très important car cela évite les gaspillages. Le tri à l'appel permet de récupérer de la matière valorisable, mais pas les petits déchets, comme par exemple les petits bouts de bois, les petits bouts de plastique, ou bien encore les déchets imbriqués, comme par exemple du carton mis dans les sacs plastiques. Eh ben, merci beaucoup, David. Merci à vous. Merci à toi. On peut le remercier, mesdames et messieurs. Merci, David. Merci à vous. Alors, ça nous aide, hein, ça nous aide grandement, ça nous aide beaucoup à prendre conscience de l'importance du tri. Alors, on va laisser David remonter effectivement dans son énorme pelle. Et c'est, je suis certain, un nouveau moment où vous avez tout un tas de questions. Et nous allons avoir évidemment des réponses à vous apporter. Jonathan, Frédéric, à vous la main, je vous laisse répondre à toutes les questions posées sur le fil. Allez, à nous la main. Bah, écoute, merci Charles pour cette intervention. Et là, on voit que du coup, les gens réagissent bien. Donc ça, c'est très positif. En tout cas, on voit que les gens sont intéressés par notre métier et ça fait plaisir. Donc, on va vous lire les questions qui arrivent. Là, peut-on mélanger du papier dans le carton? Alors celle-là, on l'avait vu tout à l'heure. Voilà, alors, donc ça, c'est tout à fait possible. Comment sont traités les cartons provenant des compacteurs? Alors, c'est bon. Ok. Comment travaillez-vous sur site? On l'avait aussi. Quelles sont les matières qui présentent le plus de risques d'incendie au stockage? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, le risque incendie, c'est quand même un des risques majeurs rencontrés dans nos activités. Les risques d'incendie majeurs sont surtout liés aux déchets électroniques en mélange. On parle surtout des piles au lithium, donc ça, c'est vraiment un fléau pour notre activité. Donc, si vous pouvez l'isoler en amont, il y a des filières spécifiques qui traitent très bien les déchets au lithium. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le fléau, en tout cas, de notre activité. Autre question, est-ce gênant s'il reste du scotch sur les cartons d'emballage? Alors, tout est une question de notion, en fait. Il faut l'isoler au maximum, hein, avoir du carton le plus propre possible parce qu'il est traité chez les papetiers. Et vu qu'il est traité chez les papetiers, il ne peut pas présenter de plastique parce que ce n'est pas la matière attendue par le fabricant. Cependant, un taux raisonnable, hein, c'est-à-dire un taux infime de plastique d'emballage peut rester, mais voilà, il faut qu'il soit vraiment minime. Est-il possible de recycler le plastique dans toutes les régions où vous êtes présent? Alors, Suez offre une offre globale, hein, sur tous ces centres de tri en France. Voilà, donc à vous de vous rapprocher des centres Suez qui traitent les déchets dans vos localités. Voilà, Suez a vocation de toute façon à proposer une gamme large de traitements. Encore une question, y a-t-il un impact sur le centre de tri si vous recevez les déchets recyclables broyés dans les sacs jaunes, entre parenthèses, plastique, aluminium, carton? Alors, l'impact, en fait, il est de plusieurs sortes. En fait, on a insisté sur la loi AGEC et c'est le tri à la source. Donc, en fait, si vous mettez du déchet valorisable en mélange, il ne sera pas valorisé à son juste titre. Donc, si vous voulez avoir la valorisation maximum, il existe plusieurs gammes, hein, chez Suez et chez pas mal de recycleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer de la benne et du compacteur. On peut aussi proposer des gammes de flux spécifiques, c'est-à-dire des bacs poubelles ou des caisses palettes qui permettraient d'isoler ces flux à la source et d'obtenir la valorisation adéquate. Les particuliers ont-ils accès au centre de tri? Une dernière question. Oui, voilà. Alors, c'est une question qui... Alors, les particuliers, n'ont pas accès au centre de tri parce qu'on a vocation à accueillir des industriels, donc on n'est pas une déchetterie. Par contre, aussi, on a vocation à accueillir les professionnels sous réserve qu'ils respectent quelques consignes de sécurité, donc c'est-à-dire qu'ils soient équipés d'une benne basculante, que leurs déchets soient identifiés et monoflux, et qu'ils aient respecté l'ensemble de nos consignes de sécurité. Allez, je te repasse la main, Charles. Merci beaucoup, merci Frédéric, merci Jonathan, merci d'avoir répondu. Et évidemment, merci à vous tous de participer et de poser vos questions. C'est bien, il y a beaucoup de questions, donc n'hésitez pas, il y aura encore une session de questions-réponses après cette dernière étape. Donc, allez-y, posez sur le fil d'actualité, nous y répondrons avec plaisir. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas détailler toutes les alvéoles. Depuis tout à l'heure, vous voyez, je vous montre les alvéoles. Je vais vous parler aujourd'hui de celle des biodéchets, du bois et pour terminer, celle de l'éco-maison. Alors, on s'arrête ici devant celle des biodéchets. Vous voyez, c'est celle-ci. Alors, celle des biodéchets est un peu particulière. Alors, particulière du fait de son aspect. C'est une alvéole couverte avec un système de protection contre les nuisibles.
des bennes étanches et prélevées dans un délai maximum de 48 heures, ou plus souvent de 24 heures. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a même pas de benne, c'est que ça va très vite. Alors, particulière également du fait de l'actualité, parce que à partir du 1er janvier 2024, avec la fameuse loi AGEC évoquée au début, que ce soit pour les professionnels ou pour les collectivités, le tri à la source des biodéchets sera obligatoire. L'objectif, et vous l'avez compris, d'augmenter davantage la valorisation de vos déchets. Les biodéchets en question sont constitués à 70% d'eau et peuvent être valorisés en compost ou en méthanisation. Alors, à titre indicatif, 100 kg de déchets alimentaires, ça équivaut à 50 kg de compost ou 10 kg de biogaz. Alors, ce geste de tri crée de nouvelles ressources. On va se diriger vers une autre alvéole, l'alvéole bois. Vous l'apercevez dans le fond, là-bas. Donc, en extérieur, on retrouve l'alvéole bois. Les déchets des entreprises, comme les encombrants issus des collectivités, constituent des flux riches en bois que l'on sépare en vue de leur valorisation en deux catégories. Le bois A, qui est derrière ce camion, c'est le bois non traité, ici, et le bois B, juste ici, qui est le bois faiblement traité. Par exemple, ce sont des panneaux, du bois d'ameublement ou du bois de démolition, oui, ce bois-là. Après le tri et le broyage sur site, le bois A sera destiné à la valorisation énergétique, tandis que le bois B sera transformé dans les filières de panneautage pour la production de nouveaux panneaux de bois. Voilà. L'alvéole bois. Et on va se diriger vers la dernière alvéole, l'alvéole éco-organisme, éco-maison. Alors j'attends mon ange gardien de la sécurité, voilà, elle est là, voilà, c'est Mélanie, voilà, qui me permet de passer sur un endroit important, mesdames et messieurs. Éco-maison est un éco-organisme pour la filière ameublement du grand public. Literie, bricolage, jardin, jouets et pour le bâtiment. Cette alvéole est particulièrement importante puisque les déchets du bâtiment représentent à eux seuls 76% des déchets produits par les activités économiques, soit 213 millions de tonnes. Par ailleurs, les activités de construction produisent en moyenne presque 2 fois plus de déchets en France que dans les autres pays européens. Un éco-organisme est une structure à but non lucratif à laquelle les producteurs concernés par les obligations de la REP, la responsabilité élargie des producteurs, transfèrent leurs obligations de collecte moyennant le paiement d'une contribution financière. La REP est basée sur le principe selon lequel le producteur d'un produit est responsable de ce produit tout au long de son cycle de vie. C'est le principe du pollueur-payeur. Alors, la loi AGEC, la fameuse dont on parle depuis le début, impose dans le cadre de la REP PNCB, ça fait beaucoup d'acronymes, mais je vous explique tout à chaque fois. PNCB, ce sont les produits et matériaux de construction du bâtiment. Donc, dans le cadre, la loi, dans le cadre de la REP, la loi AGEC impose de trier les déchets à la source selon 7 flux. Nous ne referons pas ici de démonstration de caractérisation, mais le rôle du pelleur est primordial pour trier et répartir ces déchets. Sur le site de Plaisance, nous trions uniquement 5 flux. Le bois, vous l'avez vu, le rembourré, donc des fauteuils, des canapés et des chaises, les matelas, qui sont un peu plus loin, le mobilier en plastique et ferraille, voilà, qui se situe ici. On voit notre pelleur en train de trier tout ça. Et alors, je vais laisser la parole pour une dernière session de questions-réponses. Alors, si on ne répond pas à vos questions tout de suite, mesdames et messieurs, sachez qu'on va y répondre ensuite par écrit. Si des fois, nous n'avons pas répondu à vos questions tellement elles sont évidemment nombreuses, nous y répondrons ensuite par écrit. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour cette dernière session de questions-réponses avec Jonathan et Frédéric.
Allez, à nous le micro. Donc, ça continue, hein. Il y a beaucoup de questions. Donc, je vous remercie encore de l'intérêt que vous portez pour notre activité. Ça fait chaud au cœur, hein, franchement. Donc, première question. Vos gisements ont l'air très propres. Les clients font-ils le tri à la source? Alors oui, nos clients sont incités à réaliser le tri à la source, hein. On a aussi des formations que propose Suez, hein, Suez for You, qui permet d'optimiser, de conseiller nos clients dans le cadre du tri à la source et de valoriser au mieux vos matières, hein, qui sont des matières premières d'ailleurs. Comment sont traités les films et déchets argentiques? Alors les films et déchets argentiques, c'est des déchets un peu spéciaux qui ne sont pas traités dans le centre Suez, en tout cas que je gère. Ça suit une filière de recyclage spécifique. Voilà, donc ça, je vous invite à vous rapprocher de la filière Suez IWS qui traite les déchets dangereux. Si vous avez des gisements en mélange, carton et papier par exemple, comment triez-vous? Alors, les gisements en mélange, il faut savoir que chez Suez, on attend des catégories de déchets selon les FIP, donc les fiches d'identification préalables que vous remplissez auprès des commerciaux. Si vous annoncez un gisement de papier carton, il sera repris tel que la matière est valorisée, donc c'est-à-dire un gros de magasin. J'insiste encore un peu sur le fait du tri à la source. Papier recyclé à part et carton recyclé à part, ce n'est pas la même valeur de rachat que des déchets en mélange. Il faut savoir que dès que les déchets sont en mélange, on a des frais de tri, hein, forcément, qui s'impactent. Donc voilà, je vous pousse à faire un tri en amont. Ensuite, quels sont les circuits mis en place pour valoriser le tri en milieu hospitalier, plastique, papier plastifié, champ opératoire, intissé? Alors, c'est une bonne question. Et voilà, la filière hospitalière est aussi un client important de Suez. Nous sommes en capacité de collecter l'ensemble des flux, hein, c'est-à-dire de proposer une solution globale. Et les déchets à risque infectieux sont collectés via des prestataires spécifiques. Voilà. Donc, on peut aller de la gamme des déchets dangereux jusqu'aux soins hospitaliers en passant par toute la valorisation que vous avez vue sur mon site. Comment sont traités les documents confidentiels? Alors, les documents confidentiels, il faut savoir que Suez travaille avec La Poste sur un partenariat qui s'appelle Rocigo et qui a la capacité de venir collecter ces flux confidentiels pour les retraiter et c'est-à-dire de fournir un certificat de destruction. Donc, ces déchets sont broyés conformément à la réglementation et ce qui vous permet d'avoir un certificat de destruction. Alors, j'ai un commentaire sympa qui est juste bravo aux équipes locales, donc merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Nouvelle question, s'il y a des indésirables, que se passe-t-il? Les indésirables sont isolés, hein, donc on prend, il y a les fiches de non-conformité qui sont envoyées et quand on parle de déchets dangereux qui vont se retrouver dans le DIB, on invite souvent les producteurs à venir chercher leurs déchets parce que tout ça a un coût, hein, pour nous et pour vous, donc voilà, les filières spécifiques sont les bienvenues dans ce cas-là. Que deviennent les balles compactées? Alors, les balles compactées sont envoyées vers des centres de traitement spécifiques, hein, pour le papier carton Avon chez les papetiers qui en refont de la pâte à carton et qui sont utilisés pour des matières premières du carton. Et après, on a le plastique qui est réutilisé pour faire des emballages. Voilà. Donc, c'est transféré vers des centres agréés et sélectionnés par Suez de façon pointilleuse. Peut-on mettre des papiers à recycler dans des cartons ou faut-il les séparer? Ça, c'est toujours un peu la même question. Voilà. Il faut séparer au maximum. Il faut savoir qu'il n'y a pas de petits gisements. On a des solutions de collecte pour tout. Et on peut vous proposer des solutions de collecte, notamment pour des papiers sur des flux minimes, mais voilà, obtenir une valorisation qui permettra la meilleure valorisation de la ressource. Avez-vous une autre méthode de tri que la pelle, comme les lignes optiques? Alors oui, hein, Suez a une centaine de tri de déchets, enfin en tout cas mécanisés en France. Là, on est sur un centre de tri de déchets industriels. On a aussi des projets, hein, de faire évoluer nos installations afin d'augmenter le taux de tri. Et voilà, nous augmenter le taux de tri chez nous des déchets qui nous arrivent et continuer à travailler avec vous sur le tri en amont pour avoir des monomatériaux et qu'on puisse contribuer tous au renouvellement de la ressource. Alors, une question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, Frédéric? Alors, une petite question peinture. Pourquoi il y a des couleurs sur les murs? Alors, c'est une très bonne question. Les peintures sur les murs font suite à du management visuel, hein. Il faut savoir que nous, notre risque que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le risque incendie. Il faut savoir que si le déchet est stocké au-delà de la ligne rouge, en fait, on a un risque d'incendie qui pourra se propager aux alvéoles suivantes.
Et aussi, ça représente, on est régi par la directe, les services de l'environnement de la préfecture, et qui nous impose des stockages maximaux par type de déchets. Donc, voilà. Ça a vocation à gérer le risque incendie et le risque réglementaire de rester dans notre arrêté préfectoral. Charles, je reprends une petite question encore. Comment se passe la pesée de chaque matière lorsque les cartons et films naturels sont conditionnés dans le même compacteur? Alors ça, je l'ai redit, c'est le déchet entrant, comment il est caractérisé. Il est bien sûr possible de mélanger le carton et le plastique à une condition, c'est que le plastique soit conditionné en sach, voilà, pour réaliser un isolement de la matière de façon rapide. La catégorie de déchets qui correspond à ça en entrée chez nous, c'est le déchet en mélange, valorisable en mélange, et qui correspond à une valeur de rachat, bien sûr, qui prend en compte la présence de papier, de carton et de plastique. Charles? Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup, Frédéric et Jonathan. Merci à vous pour toutes ces questions. Et c'est ainsi que s'achève notre visite dans la zone de stockage, en fait, des matières prêtes pour la revalorisation. Car c'est bien l'intérêt d'une installation comme celle-ci sur le territoire, le tri et la préparation des matières en nouvelles matières premières, afin qu'elles vivent une nouvelle vie en de nouveaux matériaux industriels ou en objets recyclés de notre quotidien. Donc, si on résume tous ensemble, trier, c'est déjà une obligation réglementaire. Trier contribue à l'atteinte de vos objectifs environnementaux. Plus vous triez, plus vous valorisez vos déchets dans les filières sobres en émissions GES, gaz à effet de serre, vous améliorez votre taux de recyclage et êtes exemplaire aux yeux de vos clients et de vos collaborateurs. Trier permet de réduire votre budget de déchets. Plus vous triez, plus vous diminuez la part des déchets en mélange acheminé vers les unités de valorisation énergétique ou les centres de stockage, traitement de plus en plus coûteux et taxés. Alors, bien entendu, Suez, on vous l'a dit tout à l'heure, peut vous accompagner avec deux types de prestations. Il y a déjà nos solutions de collecte pour contenant de la taille d'un bac poubelle jusqu'à un 30 mètres cubes, ou encore avec sa gamme de prestations de conseils et d'accompagnement au tri. Jonathan en a parlé tout à l'heure, Suez for You, en vous proposant audit et diagnostic des déchets en entreprise, mais également des formations et animations de vos équipes au tri des déchets, des supports de communication pour faciliter le tri des déchets et du reporting et bilan de votre performance environnementale. Alors même si le tri offre de belles perspectives, encore plus pour demain, rappelez-vous que le meilleur déchet, c'est évidemment celui que l'on ne produit pas. Ainsi, réduire ces déchets, et pour ceux qui restent, bien les trier, c'est préserver notre cadre de vie, notre environnement et nos ressources naturelles. Merci à tous. Merci d'avoir été si nombreux à suivre cette première visite en live et à distance de notre installation de tri et de recyclage. On peut à nouveau remercier Jonathan et Frédéric. Merci beaucoup à eux. Merci. Encore pas mal de questions. Donc, vu qu'on a il y a des questions. Vous savez quoi, on va répondre encore aux questions si vous voulez. On fait une dernière session pour clôturer les questions et on se dit au revoir juste après. Ça marche. En tout cas, merci pour la visite. C'est très bien. Donc, on repart sur les questions. Il nous en reste encore quelques-unes. Enfin, je vois qu'il y en a pas mal qui arrivent. Donc, si jamais on ne répond pas à toutes, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs en région qui se feront un plaisir de parler recyclage avec vous et de compléter vos questions, de répondre à vos questions. Donc, pour les déchets délibés sur notre site, j'aimerais améliorer le tri à la source. Avez-vous des exemples? Alors, de ce que je disais, voilà. Alors, on a plusieurs actions pour traiter le sujet du DIB. Donc, on propose aussi des gammes de personnes mises à disposition. Donc, dans le cadre de Suez for You, donc vous avez une personne qui est formée, qui est ambassadeur du tri, qui a la capacité, elle, de vous renseigner, de regarder vos déchets produits. On a aussi la capacité de vous proposer des caractérisations, donc c'est aussi réglementaire, mais c'est aussi une capacité qu'on a de vous accompagner. Donc, on regarde la constitution de votre benne ou de votre bac poubelle d'ailleurs,
afin de déterminer les pourcentages valorisables à l'intérieur de vos déchets, de vous faire un rapport et de vous donner quelques préconisations afin d'améliorer le tri de vos déchets. Autre question. Merci pour cette visite intéressante. Est-ce que vous recevez des biodéchets très dégradés laissés trop longtemps chez le client? Est-ce un problème? Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, la réglementation du biodéchet, c'est un sujet d'actualité. À partir de janvier 2024, on a quand même les seuils d'acceptation qui vont vachement diminuer. Et puis, il y a aussi une application de la part du producteur. Donc, ça, c'est quand même un sujet important. Pour les biodéchets, il faut savoir que la réglementation classifie les biodéchets selon des catégories. Donc, il y a les sous-produits animaux. Donc, ça, c'est la catégorie, en tout cas, qui caractérise les biodéchets, en tout cas pour les déchets avec une présence de matière organique. Et ces biodéchets, il faut savoir que s'ils sont caractérisés SPA3, donc c'est-à-dire qu'il y a du biodéchet de façon, qui est dépassé à la date de péremption, mais qui doit être jeté pour être valorisé soit en méthanisation, soit en compost, ça c'est un déchet en fait qui ne présente pas d'asticot. Si on a une présence d'asticot ou de dégradation, on passe sur une catégorie qui s'appelle le SPA2, qui doit être traitée sur des usines spécifiques et qui ne peut plus être acceptée sur nos centres. Donc voilà, le délai de traitement et le délai de gestation en fait, sur vos sites est hyper important et c'est pour ça que nous, on essaye de développer des collectes de plus en plus fréquentes afin de vous accompagner et de limiter au maximum ce risque de développement d'asticot. Autre question, que peut-on mettre réellement dans la benne DIB? Alors, on peut mettre dans la benne DIB, on va dire à peu près tout, sauf des déchets électroniques en mélange, hein, des pneus, des déchets à soins infectieux. Hein, voilà, il y a pas mal de déchets qui sont réglementés. Les biodéchets, selon une fraction infime, peuvent être présents aussi à l'intérieur des bennes DIB. Par contre, voilà, dans la benne DIB, au maximum, il faut limiter le taux de matière valorisable, parce qu'il faut savoir que la loi AGEC impose des taux, en tout cas au centre de tri, mais aussi aux producteurs. Donc, il faut limiter au maximum la présence de déchets valorisables. C'est pour ça que l'accompagnement Suez, en tout cas les offres qu'on est en capacité de vous avoir, même les dialogues que vous pouvez avoir avec nos exploitants sur site, vous permettent d'améliorer ce geste de tri. Quelles sont vos différentes qualités de papier en sortie? Écrit blanc, AFNOR 7, Ronure, etc. Alors pour l'instant, nous, on est plutôt un généraliste du déchet, en tout cas sur le centre de plaisance du Touche, donc on est plutôt sur de l'écrit blanc et de l'écrit couleur. Voilà, c'est les deux gammes qu'on propose principalement. Après, sur les déchets en entrée, bien sûr, on peut accepter plusieurs sortes, mais voilà, en évacuation, on est plutôt sur deux gammes de déchets. Voilà, tout ça dans un souci de massification et de limiter aussi le nombre de camions sur la route, car on a aussi une responsabilité environnementale de limitation du nombre de camions sur la route. Quelle est l'astuce pour reconnaître une palette en bois traitée et non traitée? Alors, en général, les palettes en bois sont non traitées. Elles ont quand même vocation à être à supporter soit des déchets alimentaires et la plupart du temps, elles sont non traitées. Donc, voilà. Après, je vous invite peut-être à donner des exemples, à prendre des photos pour envoyer à vos relais commerciaux au terrain et qui se feront une joie de vous expliquer la différence. Voilà. Quel est le taux de tri du site des DIB? Alors, le taux, c'est général, ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup. Par contre, si on veut se donner des ordres de grandeur, on a trié sur notre installation, donc on a sorti de cette fraction DIB environ entre 600 et 700 tonnes de matière valorisable. Donc voilà, c'est-à-dire que le geste de tri, alors j'ai l'impression de me répéter, mais le geste de tri en amont est quand même hyper important parce que c'est autant de fractions que vous n'avez pas eu, en tout cas la capacité de pouvoir capter. Hein. Et donc voilà, on est plutôt entre 600 et 700 tonnes. 600 et 700 tonnes, voilà, ça fait quand même entre 20 et 30 camions, donc les gros camions, hein, les FMA, sur la route en moins. Donc c'est quand même hyper important de maximiser le geste de tri, quoi. Bonjour, avez-vous vu une amélioration de tri de la part des entreprises ou particuliers? Alors, c'est une très bonne question et effectivement, je pense qu'il y a une vraie sensibilisation. En tout cas, nous, on sent dans la sollicitation de nos clients. Nos clients ont volonté à se faire accompagner et ça, c'est très vertueux. D'ailleurs, c'est vertueux pour tout le monde et il y a une réelle amélioration du tri des bennes. Que peut-on mettre réellement dans la benne DIB? Alors, celle-là, on l'avait. Je te les ai donnés, ça oui.
Pouvez-vous nous expliquer la signification des couleurs vert, jaune, rouge sur les murs de séparation des alvéoles? Alors ça, j'ai expliqué tout à l'heure, mais voilà, si on peut juste faire un point, voilà, c'est se mettre en conformité par rapport aux règles incendie qui sont en vigueur, en tout cas sur nos sites, et les prescriptions qui sont données par la préfecture en termes de respect de limitation des stockages. Le tri à l'aide d'une pelle est-il suffisamment précis? Avec un tas de déchets et potentiellement de petits déchets en mélange, la fiabilité du type uniforme de déchets doit être difficile. Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément un métier facile, hein. On a des pellistes qui arrivent à attraper des éléments qui font entre 40 cm et 1 mètre. Donc ça, c'est quand même un métier, hein. Ça s'apprend pas à l'école, on va dire. Donc on a quand même des gens valeureux qui sont impliqués dans nos métiers. Il faut savoir que pour toutes les fractions, petites fractions, il y a un captage qui est difficile. Donc voilà, on revient toujours vers la capacité qu'on a de capter ces flux en amont, notamment via des contenants qui pourraient s'assimiler à des bacs poubelles ou à des casse-palettes. Ok. Ensuite, comment se séparer des bennes vides que l'on n'utilise plus? Eh bien, vous contactez votre commercial, qui se fera une joie du coup de vous aiguiller soit vers un nouveau contenant parce que la benne, ce n'est pas le contenant adapté, soit on fera le retrait de la benne et puis on vous accompagnera sur l'enlèvement de cette typologie de matériel. Comment traitez-vous les sacs jaunes remplis de barquettes, papier, boîtes métal? Où vont ces sacs? Alors ça, on l'a déjà eu de toute façon comme question. Merci beaucoup pour cette présentation, super intéressante. Merci à vous. Merci, oui, ça fait plaisir. En quoi concerne l'obligation de caractérisation pour les entreprises? Alors, c'est lié à la loi AJAC, hein, en fait. C'est l'obligation de caractérisation, en fait, c'est pour vous mettre en conformité. Il faut savoir qu'il y a le plan régional de réduction des déchets qui s'applique et les capacités de stockage des centres d'enfouissement sont diminuées. À ce titre-là, le but, c'est de réduire l'enfouissement et à horizon, je ne sais pas, 2035, 2050, de limiter vraiment au strict minimum. Donc, en fait, il faut savoir que nous, en tant que professionnels du déchet, mais vous, en tant que du coup, client de ces activités-là, on vous demande de réduire au maximum. Donc, en fait, la capacité qu'on a de vous offrir des caractérisations, c'est la capacité qu'on a de vous accompagner sur ce tri. Et du coup, d'éviter, parce qu'il y a une obligation légale, en tout cas des centres, de refuser les déchets si les taux sont supérieurs. Enfin, je parle des centres d'enfouissement. Si les taux sont supérieurs à une certaine limite, ça c'est pareil. On pourra en parler, la loi AJAC, il n'y a pas de souci. Alors, on va prendre les dernières questions. Êtes-vous classé ICPE? Alors oui, bien sûr, on est classé ICPE. On a un arrêté préfectoral qui régit notre mode d'exploitation et c'est ce que je disais. Du coup, les marquages aussi ont une capacité principal, c'est de limiter les stockages. Et au titre des ICPE, on est soumis à toute la réglementation en termes de suivi des eaux, suivi des évacuations. Et voilà, donc on a des audits réels qui sont de façon régulière et qui permettent de montrer la bonne santé de notre site. Donc, encore des gentils compliments. Merci pour votre présentation dynamique. Bravo pour la gestion de la sécurité. C'est vrai, c'est un point important chez nous. Merci à tous de votre réponse. C'était super, merci. Que faites-vous des biodéchets? Alors les biodéchets, on a plusieurs exutoires, hein. Donc les biodéchets, en fait, ils sont envoyés en filière de méthanisation pour la majeure partie d'ailleurs. La totalité de nos biodéchets, en tout cas traités sur le centre, enfin transférés sur le centre de plaisance ou collectés en benne à ordures ménagères pour ceux qui ont cette collecte, sont envoyés vers des centres de méthanisation. Donc c'est de la valo énergétique. Bon, on va repasser la main à Charles. Merci à tous, merci pour vos questions. Merci. Oui. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs en région si nous n'avons pas répondu et ils reviendront vers vous. Bonne journée. Allez, merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses, pour toutes ces questions aussi. Et puis pour vous tous qui vous êtes connectés, mesdames et messieurs, on n'a plus qu'à vous dire au revoir et merci. Et on va terminer sur l'endroit où nous sommes arrivés. Et on n'a plus qu'à vous dire à bientôt. N'hésitez pas effectivement à envoyer vos mails si vous avez d'autres questions. Et on vous dit au revoir avec Mélanie. Au revoir. Merci à vous.